fait pour perdurer dans une espèce d'inaction dramatique qui aboutit à la situation actuelle. Pour moi, il est évident que depuis un demi-siècle, la gauche et la droite, confondues, sont aussi responsables l'un que l'autre. La seule solution, c'est de contourner le système, mais en faisant en sorte que ce soit les citoyens qui puissent le contourner, parce que jamais la classe politique n'acceptera de se faire harakiri. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Politique et Éco. Chers internautes, nous avons le plaisir de recevoir Claude Reichmann qui nous vient plein de bonnes nouvelles sur le front de la fin du monopole de la sécurité sociale, ce qui ne veut pas dire, et répétons-le, la fin de la sécurité sociale et de la couverture maladie, retraite et autres, mais la fin du monopole. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, sur ce front-là, mon cher Claude, eh bien, nous sommes de vieux compères, ça fait des années que nous nous connaissons, nous faisons des émissions ensemble, nous en avons fait beaucoup, et ça fait des années que vous menez ce combat contre la fin du monopole de la sécurité sociale, pour la fin du monopole de la sécurité sociale, un combat que vous avez commencé en 1992 et qui commence à avoir les fruits, comme quoi patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Donc mon cher Claude, vous avez un succès dont je me réjouis et les salles devant lesquelles vous vous exprimez sont toujours plus garnies, mieux garnies, plus nombreuses. Donc parlez-nous un peu de ce développement extraordinaire. Vous avez fait une récente, votre dernière réunion à Quimper devant plus de 650 personnes. Donc il y a peu d'hommes politiques qui, en se déplaçant dans des villes, peuvent réunir autant de personnes. Alors pourquoi ce dénouement, ce succès? Bien d'abord, Jean-Christophe, c'est toujours un plaisir de vous revoir après tant d'années que nous avons passé à guerroyer ensemble et à analyser des situations qui nous paraissaient toujours un peu plus désespérées, et ce qui prouve que de temps en temps, l'espoir peut changer de camp. Bon, pourquoi ce succès? Pour une raison simple. Les Français ne supportent plus le système français de sécurité sociale. C'est un système qui est épouvantablement coûteux, qui ruine l'économie, qui ruine les entreprises. Et donc, après des années et des années de combat où cela apparaissait à certains comme une entreprise peut-être valeureuse, peut-être courageuse aux yeux de certains, mais au fond peu utile, alors qu'en réalité elle était vitale, aujourd'hui, les gens se rendent compte que c'était bien ça le problème. Et vous savez, c'est un petit peu ce qui s'est passé en médecine avec la découverte de Barry Marshall, qui est un professeur de médecine australien, qui a découvert que c'était une bactérie appelée Helicobacter pylori, qui était responsable de l'ulcère de l'estomac et du cancer. Et non pas, on ne sait quel stress. Bien, depuis 25 ans et même davantage, j'explique aux Français que la sécurité sociale tue l'économie française. Bon, il aura fallu plus de 25 ans pour que les Français comprennent, hélas, à leur détriment, qu'ils sont victimes de ce système. Et comme nous leur offrons la possibilité de cesser d'être victimes, c'est-à-dire en fait de sortir de leurs difficultés, ils viennent très nombreux pour savoir comment ils vont s'en sortir. Et ils veulent en quelque sorte toucher du doigt la réalité de cette possibilité, alors que quand on leur explique en théorie, elle leur paraît parfois un peu complexe, et qu'en fait elle est d'une très grande simplicité. Pour résumer, vous arrêtez de payer, vous êtes libre. Eh ben, écoutez, c'est merveilleux. Alors, pourquoi particulièrement, d'après vous, la Bretagne? Pourquoi est-ce que vous connaissez un succès
en Bretagne. Est-ce que ça a un lien avec les bonnets rouges, avec une mentalité bretonne? Comment est-ce que vous analysez? Parce que là, on vous réclame à Brest et ils vont louer une salle de 1200 personnes. C'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Donc, je crois que la raison est simple. Je suis marié à une Bretonne, donc il ne peut pas y avoir d'autre raison. D'accord. Bon, plus sérieusement, il est vrai que la Bretagne est une région à laquelle je suis très attaché, pour diverses raisons, familiales notamment. Mais la vraie raison, c'est que la Bretagne, ne l'oublions pas, a été longtemps indépendante. Et si c'est une terre de contestation, ce n'est pas par hasard. C'est parce que les Bretons subissent, eux aussi, comme tous les Français, des assauts d'un système qui les rend malheureux et qui les appauvrit, dont ils ne voient pas l'issue. Et eux, ils réagissent en breton, c'est-à-dire en hommes et en femmes responsables et avec du caractère. Donc, ils ont en quelque sorte trouver une deuxième expression des bonnets rouges, puisque même si nous n'avons pas les mêmes pratiques et surtout pas les mêmes objectifs, puisqu'il n'y a plus de portique en Bretagne, donc il faut bien faire autre chose. Hein. Et donc effectivement, les Bretons manifestent une grande volonté de sortir de ce système. Je pense qu'ils ont compris mieux que d'autres, peut-être, non pas qu'ils soient plus intelligents que d'autres, mais peut-être sont-ils plus réactifs, plus sensibles à certaines réalités. Ils ont compris parfaitement que leur avenir économique passait par la fin du monopole de la sécurité sociale. J'ajouterais que l'avenir économique de la France passe aussi par la fin de ce monopole, car vous savez ce que représente la protection sociale en France. C'est 650 milliards sur les 1000 et 1100 milliards de dépenses publiques. En fait, c'est plus que ça maintenant, c'est même 700 milliards. Donc, quand vous avez les 2/3 de vos dépenses qui sont des dépenses sociales, comment voulez-vous qu'un pays puisse fonctionner? Il n'y a pas un pays au monde qui subisse ce genre de prélèvement. C'est un petit peu comme si un malade qui serait déjà en mauvais état se voyait infliger une saignée permanente. Bon, vous savez, les médecins de Molière disaient qu'il fallait saigner le malade, mais aujourd'hui, les médecins de Molière, ce sont les gouvernants français qui saignent le malade de façon irresponsable. Irresponsable. Ils sont en train de tuer, ils sont en train de tuer l'économie française. De tuer et avec eux les Français. Enfin, bien entendu. Nos niveaux de vie pour le moins, mais aussi vous savez, notre espérance de vie. Donc quelque part, il y a une forme de... Nous avons effectivement meurtre. Il y a un lien extrêmement direct entre la sécurité sociale et le reste des problèmes français. Je dirais même, et je n'en fais pas une obsession, mais j'en discute souvent avec des gens éminents qui mènent des actions très énergiques en matière d'enseignement, par exemple. On peut citer notre ami Olivier Pichon, qui a une action exemplaire, et à qui je dis que leur action est évidemment tout à fait à soutenir, mais qui n'ont aucune chance d'aboutir tant que le monopole n'aura pas sauté. Pour une raison simple, quand vous avez des gens qui n'ont plus le moyen même de regarder devant eux, et qui sont sur leur établi, en train d'essayer désespérément de survivre économiquement, vous ne pouvez pas leur demander de devenir des citoyens responsables, s'occupant de toutes leurs affaires. Donc il faut d'abord leur redonner un moyen économique de survie. Une fois qu'ils auront retrouvé cette liberté, et cette liberté de penser tout simplement, à ce moment-là, vous allez avoir toute une série de réactions. Des gens tout d'un coup vont découvrir en regardant, tiens mais c'est curieux, mais qu'est-ce qu'on nous fait là? Et pourquoi on nous fait ça? Et pourquoi? Enfin c'est quand même bizarre, ils ne le font pas en ce moment. En ce moment vous avez des gens qui subissent, qui se plaignent à juste titre, mais qui au fond n'ont pas les réactions nécessaires. Et moi j'ai eu l'occasion d'en discuter souvent avec des gens, je vois maintenant énormément de monde et qui se plaignent de cette situation, mais ce dont ils ne se plaignent pas assez, à mon avis, c'est du fait qu'ils sont esclaves du système. Vous savez, il y a quelques chiffres que vous connaissez aussi bien que moi. Il y a en France 3 millions d'entreprises. Bon, vous avez en France 16 millions de salariés du privé, 5 millions... Ayant un emploi. Ayant un emploi, 5 millions de chômeurs, 6 millions de fonctionnaires, vous avez 15 millions de retraités et 20 millions de personnes de moins de 18 ans. Toutes ces personnes, tous ces gens vivent du travail des 3 millions d'entrepreneurs. Eux aussi travaillent, certains travaillent, mais si l'entrepreneur ne travaille pas, ces gens ne travaillent pas. Donc, vous avez sur 63 millions de Français 67, qui vivent, et même 67 si on compte les dom-toms, et vous avez à ce moment-là qui vivent sur 3 millions d'entrepreneurs. Et là, l'expérience que j'invite mes auditeurs dans les réunions que nous faisons,
que j'invite mes auditeurs à pratiquer, au moins intellectuellement, consiste à se demander ce qui se passe si les 3 millions de chefs d'entreprise arrêtent de travailler. Eh bien, c'est très simple. Vous avez 16 millions de salariés du privé qui ne sont plus payés, 5 millions de chômeurs qui ne touchent plus d'indemnité, 6 millions de retraités, 6 millions de fonctionnaires qui ne sont plus payés, 15 millions de retraités qui ne touchent plus de pension et 20 millions de jeunes de moins de 18 ans qui n'ont plus à manger. Donc voilà exactement ce qu'est le partage de responsabilités en France et comment se fait-il que les 3 millions de chefs d'entreprise acceptent de se faire malmener comme ils le sentent actuellement par des gens qui de leur vie n'ont jamais travaillé. Prenez 2 exemples. Monsieur Valls n'a jamais de sa vie travaillé. Il a parlé. Il n'a fait que parler. Un autre, quelqu'un qui a un certain François Hollande. Oui, François Hollande. Écoutez, ne tirons pas sur les ambulances. Mais prenez un jeune dans l'autre camp, M. Vauquier. M. Vauquier a fait des études, brillantes d'ailleurs. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Sa femme est administratrice du Sénat. Alors, voilà un petit couple qui vit de l'argent public. Bon, je ne dis pas qu'ils vivent malhonnêtement, ils sont parfaitement honnêtes, mais nous sommes dans une situation où il y a 3 millions d'esclaves qui font vivre tous ceux, en particulier, qui décident pour eux. Moi, quand M. Vauquier vient me dire, ou M. Valls vient me dire, pour la France c'est bon, pour vous, voilà ce que vous devez faire, moi j'ai envie de lui dire, pas vous et pas ça. Ou alors, comme le président Reagan, descendez de mon dos et ôtez votre main de ma poche. Là, on sera mieux, on pourra parler. Mais c'est absolument inconcevable. Et si vous prenez la liste de tous ceux qui parlent au nom de la France actuellement, il n'y en a pas un qui a bossé. Bon. Alors évidemment, ils sont en bonne forme, ils n'ont pas été fatigués. Mais c'est quand même un signe fort d'une situation anormale. Et certains me demandent aussi, comment se fait-il qu'à l'Assemblée nationale, où il y a quand même beaucoup de médecins, vous n'ayez pas été mieux soutenus. Mais la raison est très simple. Un médecin qui gagnait 4 000 € avant, quand il devient parlementaire, il en gagne 20 000. Donc la place est si bonne qu'il se dit, mais tout plutôt que de retourner à mes 4 000 €, dont on va me prendre d'ailleurs une bonne partie par l'impôt ou par les charges. Et voilà pourquoi votre fille est malade, comme disait Molière. Mais alors, c'est breton, parce que quand même, je suis assez fasciné. Je me dis qu'il y a une âme bretonne, il y a une identité bretonne, il y a un peuple qui a une fierté et qui a peut-être été aussi maltraité par pouvoir français central. Mais ce qui m'avait frappé dans les bonnets rouges, c'était cette alliance. En général, on a cette opposition en France qui est entretenue par les syndicats et l'idéologie communiste et marxiste, c'est-à-dire la lutte des classes. Mais là, dans la manifestation des bonnets rouges, ce qui était sympathique, c'est qu'on voyait que c'était justement tous ceux, les actifs du privé, qu'ils soient paysans, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient chefs d'entreprise, artisans, etc. C'était l'ensemble des travailleurs qui descendaient dans la rue pour demander à l'État arrêtez de nous assassiner sous les taxes et les impôts, et qui manifestaient parce que on avait eu énormément d'abattoirs qui ont été fermés, d'entreprises dans le domaine agroalimentaire, même ils ont été frappés par d'autres décisions d'usines qui ont fermé dans les télécoms, etc. Donc la Bretagne a pris un choc énorme depuis la crise de 2007-2008, et on a vu qu'il y avait cette espèce d'osmose entre les travailleurs, ceux qui créent de la richesse, et par contre ils n'ont pas été capables éventuellement de structurer leur discours intellectuellement. Bon, ils ont manifesté devant la préfecture, c'était devant l'État, ils sont rentrés dans certaines préfectures en brisant les barrières, mais ils n'ont pas été au-delà d'une certaine dose. Alors est-ce que vous pensez que là, l'ensemble des Bretons, alors évidemment vous touchez surtout les commerçants, les artisans, les professions libérales, mais ce sont les premiers à pouvoir se libérer. Les agriculteurs ils sont aussi. Nombreux, ils sont très nombreux. Ils sont nombreux à quitter la sécurité sociale française et Bien sûr. Oui. Bah, écoutez, il y a, à la différence de la révolte des bonnets rouges, la révolte des bonnets rouges a été une révolte. Et nous, ce que nous faisons, c'est une révolution. C'est ça la grande différence. La révolte des bonnets rouges s'explique par les raisons que vous avez très bien indiquées.
ils n'ont pas su structurer leur mouvement pour essayer d'aller vers les causes qui ont provoqué la ruine des abattoirs, la ruine des entreprises bretonnes et l'ensemble de l'effondrement économique. Parce que si vous n'allez pas vers les causes, en médecine on connaît ça très bien, si vous ne faites pas un bon diagnostic, vous n'avez aucune chance de décider un bon traitement. Donc il faut faire un bon diagnostic. Or, les Bretons, à l'époque des bonnets rouges, savaient parfaitement pourtant que les causes qu'ils dénonçaient d'ailleurs, c'était l'excès de charges, l'excès d'impôts, l'excès d'administration. Or, qu'est-ce qui a été fait depuis? Rien. Rien. Donc, ils ont gagné, oui, effectivement, le fait qu'il n'y a plus de portique. On m'a dit qu'il n'y a plus un seul portique debout en Bretagne. Ce qui est déjà pour l'environnement un aspect favorable. Parce que c'est pas tellement joli un portique. Non, mais le résultat donc, de l'action des bonnets rouges a été de ce point de vue-là efficace. Mais ils n'ont pas pour autant changé les conditions dans lesquelles ils continuent à se débattre. Et nous leur apportons la solution à leurs problèmes, puisqu'ils peuvent, premièrement, se libérer de charges sociales totalement excessives. Je vais vous donner un exemple. L'organisateur de la réunion de Quimper avait, en tant que chef d'entreprise, 56 000 € à payer de charges sociales au RSI. Il n'en a plus maintenant qu'il s'est assuré librement que 4 000 ou 5 000 €. Donc il y a 50 000 € qu'il peut consacrer à son entreprise. Parce que ces 50 000 €, il ne les utilise pas pour aller en croisière. C'est son entreprise qui était en jeu. L'autre, un autre des organisateurs de la réunion de Brest, cette fois-ci, disait et prouvait qu'il n'avait plus d'autre choix que de sortir de la sécurité sociale ou de se mettre au RSA. Vous vous rendez compte, un chef d'entreprise, une entreprise qui marche. Donc, comment voulez-vous, dans ces conditions, que les gens ne comprennent pas que finalement, si on allège les charges, eh bien, on rend ses chances à l'entreprise, et du même coup, et c'est là probablement que l'action que nous menons inquiète le plus les pouvoirs publics, alors même que ce sont des lois qui ont été votées par tout le monde. C'est parce que le système français actuel repose sur la redistribution. Si ce système cesse, et il va obligatoirement cesser à partir du moment où les gens ne payent plus, vous allez avoir toute une catégorie de gens qui ne seront plus assistés, d'une part, et qui ne seront plus la clientèle trouvée pour tous les politiciens. Donc il va falloir qu'ils se remettent au travail. Moi je ne crois pas du tout à la révolte des assistés. L'assisté, par définition, n'est pas un révolté. Il y a beaucoup d'assistés, d'ailleurs, qui ne sont pas assistés volontaires. Ils sont assistés par la force des choses. Mais à partir du moment où les assistés vont découvrir, d'une part, que l'assistance, c'est fini, en tout cas, les formes extrêmes d'assistance, c'est fini, et que d'autre part, il va y avoir du travail. Je peux vous citer des exemples, mais par centaines d'entreprises qui étaient au bord de la faillite, mais vraiment au bord, et le chef d'entreprise souvent au bord du suicide. Et je n'exagère pas, c'est la vérité. Qui, s'étant libérés de la sécurité sociale, ont retrouvé rapidement une trésorerie, puis des capacités d'investissement, et qui me disent quelques mois après qu'ils viennent d'engager un salarié. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de se dire que ce remède, qui est finalement d'une grande simplicité, c'est quoi? C'est la concurrence. La concurrence, ça règne dans tout le monde civilisé. L'assurance, qu'elle soit sociale ou autre, est une activité concurrentielle. Si elle est concurrentielle, elle est nettement moins coûteuse. Donc, comment se fait-il que les gouvernants français n'adoptent pas avec enthousiasme ce remède, alors même qu'ils l'ont fait voter? Mais c'est tout simplement parce que ce remède est pour eux un poison. Oui. Parce que, ils vont ingurgiter le poison de la responsabilité du citoyen, qui va se tourner vers les élus et qui va leur dire « mais c'est vous qui nous avez fait ça, mais c'est une honte ce que vous avez fait ». Alors je ne prêche pas la vengeance, que chacun reste en paix et tranquille, mais je prêche la liberté. Et à partir de là, vous allez avoir une redistribution générale des cartes politiques en France. Parce que là, on remet le cap sur l'assurance et non plus l'assistance. Donc le problème des politiques, c'est que certes, vous, en faisant régner la concurrence, eh bien le prix des assurances s'effondre, mais si le prix de ces assurances était démentiel, c'est parce qu'il y avait toute cette partie de l'assistance et qu'on prenait aux forces vives qui travaillaient pour distribuer justement
également à tout un tas d'assistés dont certains profitent, mais d'autres pas. Il y a tout type de cas. Donc là, les politiques vont être obligés d'assumer eux-mêmes cette fonction d'assistance. Mais comment faire? Ils vont être obligés d'augmenter massivement les impôts pour pouvoir maintenir ils ne pourront les pas. prébendes? Non, ils ne pourront pas, parce que ce sont les prébendes qui vont diminuer. Vous savez, déjà, lorsque il y a parfois quelques émissions un peu contradictoires auxquelles j'ai pu participer sur des radios, des télévisions d'État, en tout cas nationales, lorsque j'ai affronté certains élus et que je leur ai demandé, mais enfin comment se fait-il que vous vouliez imposer aux Français une retraite par répartition, alors que vous, parlementaires, vous bénéficiez d'une retraite par capitalisation? Ça n'est pas normal, cette situation. Et non, ils ne savent que répondre. Et le public est littéralement stupéfait de découvrir que ces élus sont en fait des gens qui se sont taillés de véritables forteresses privilégiées, dans lesquelles ils vivent à l'aise, dans lesquels le risque, par exemple, de ne pas toucher de retraite n'existe pas, puisqu'ils ont un capital qui le garantit. Et en même temps, celui qui se dit « mais mes caisses de retraite sont en faillite, de quoi vais-je vivre ?» Celui-ci se dit « mais il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Quelle est cette République bizarre ?» Alors c'est la République bananière, en fait. Et c'est pour ça que là, je ne pense pas qu'ils seront en mesure d'augmenter quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont être balayés, en réalité. Je souhaite qu'ils soient balayés démocratiquement. Il faut que de nouveaux partis apparaissent. Bon, je ne me place pas sur le terrain politique, ce n'est pas mon domaine, mais je pense que la représentation nationale doit changer. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque aux dernières élections, les élections départementales, on voit maintenant qu'il y a en France 3 blocs à peu près d'importance équivalente, ce qui veut dire que le pays n'est plus gouvernable. On ne peut pas gouverner un pays avec un tiers des voix sans alliés. Alors évidemment, on pourrait toujours dire que la droite et la gauche, puisque vous êtes le créateur, Jean-Christophe, de l'expression UMPS, je m'en souviens très bien. Quand vous l'avez employé, ça a fait tout de suite tilt. Et donc, on peut évidemment imaginer qu'il y aura une union entre la fausse droite et la vraie gauche, mais on peut surtout penser que la France est devenue un pays complètement ingouvernable parce qu'elle n'a pas fixé les conditions de son entrée dans le monde moderne. Le fond du problème est là. Quand vous pensez que le choix allemand a été fait à Bad Godesberg, hein, vous vous rendez compte, ça fait plus d'un demi-siècle. En France, on en est presque encore au congrès de Tours, hein, qui a vu les communistes et les socialistes se séparer. Mais on vit dans un univers politique qui est fondé sur des principes qui n'ont plus cours, nulle part. Oui, donc, que faire? Le marxisme, la lutte des classes, la notion d'exploitation par un chef d'entreprise, sans voir que le chef d'entreprise, effectivement, il exploite, mais il fait aussi vivre. Donc, il y a une exploitation réciproque aussi. Il y a d'ailleurs une expérience que je vous invite à faire, Jean-Christophe, vous l'avez peut-être déjà faite d'ailleurs. Lisez l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui a fondé la sécurité sociale. Elle n'est pas très longue, elle fait 18 pages. Les quelques premières pages indiquent comment il faut faire les caisses de sécurité sociale, et elles disent d'ailleurs, soit précisé en passant, que ce sont des mutuelles. Et donc aujourd'hui, ça signifie qu'elles sont en concurrence. Le reste de cette ordonnance est un code pénal, le code pénal des entrepreneurs. Comment châtier l'entrepreneur? L'entrepreneur est l'ennemi. Eh bien, ce texte fondateur non seulement est toujours en vigueur, mais c'est celui qui a conduit l'ensemble de la politique française depuis plus d'un demi-siècle, depuis maintenant presque 2 tiers de siècle. Et 2 tiers de siècle, vous savez, Jean-Christophe, que c'est la durée à partir de laquelle les régimes s'effondrent. Oui, en général, c'est la durée d'une vie humaine en moyenne. Voilà. Donc, quand vous lisez ce texte, vous découvrez que ça n'est pas par hasard que le chef d'entreprise aujourd'hui est traité comme un malfaiteur. Il est un malfaiteur par principe. Et quand vous lisez l'ordonnance, vous vous dites que ce type, ce chef d'entreprise, c'est même quasiment génétique. Parce que s'il n'est même pas capable de se comporter autrement que comme un malfaiteur, c'est qu'il y a quelque chose en lui de manifestement pervers ou pourri. C'est ce que pensent les communistes. Et c'est ce qu'ils appliquent. Voilà, et ce sont des communistes qui ont rédigé ces ordonnances. Bien entendu. Et elles sont appliquées. C'est le ministre communiste qui les a mis en place. Absolument. Et c'est aujourd'hui
c'est ce qui dirige la politique française. Il faut savoir que n'importe quel homme politique que vous interviewez aujourd'hui agira et se comportera en fonction de l'ordonnance de 1945. Même s'il dit le contraire, même s'il dit qu'il faut privilégier l'entreprise, il agira pour casser l'entreprise, parce que c'est le système qui l'exige. Et tant que ce système sera en place, eh bien rien ne sera possible en France. C'est même si vrai que moi j'ai observé quelque chose qui est très curieux. Vous connaissez bien sûr l'apologue de la caverne de Platon, c'est-à-dire que les prisonniers de la caverne ne voient la réalité qu'à travers les ombres que la lumière projette donc sur la paroi de la caverne. Mais figurez-vous que tout ce qui s'est fait en France depuis 1945 n'est rien d'autre que la saga de la caverne. Il ne s'est rien passé en dehors de la caverne, sauf pour ceux qui manipulaient les lumières. Et quand vous savez, par exemple, j'ai relu, à l'occasion du hasard de la découverte d'un document sous une pile de papier, de vieux éditoriaux, de gens prestigieux, etc. Mais je me disais, mais ces gens-là n'ont rien compris. Pendant des années, des dizaines d'années, ils nous ont expliqué qu'il faudrait faire ceci, que ce serait mieux si on faisait cela. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient dans une caverne où ce qu'ils disaient qu'il faudrait faire n'était en rien relatif à la réalité des faits. Car la réalité des faits, ça se passait à l'extérieur. Et vous aviez des gens qui manipulaient les choses de telle manière à ce que sans cesse augmentent les prélèvements, sans cesse augmentent les impôts, les charges, ce que le président Pompidou a appelé le fait d'emmerder les Français. Expression que Thierry Desjardins avait rendue populaire dans un livre. Et figurez-vous que ce qui se passe en ce moment avec la circulation alternée, bon, c'est un épisode minime, mais un épisode de plus de cette volonté de faire des Français des gens à qui on intime des ordres en permanence. En venant à votre studio tout à l'heure, j'ai traversé une grande avenue, et il y avait là des policiers qui sifflaient avec l'autorité qui sied à leur fonction, des automobilistes pour vérifier que leur plaque était bien impaire et non pas paire, puisque c'était jour de circulation impaire. Mais ces policiers vivaient une heure de gloire, et les automobilistes vivaient un emmerdement de plus. Voilà la France. Eh bien, on va faire une petite pause et puis on va revenir tout de suite après cette petite pause. Mon cher Claude Reichmann, donc, alors les progrès extraordinaires de votre mouvement pour se libérer de la sécurité sociale, tous ces gens qui sortent du RSI, qui n'en peuvent plus. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister quelque part à l'effondrement du mur de Berlin? Est-ce que sous une forme ou sous une autre, c'est pas à cela que nous sommes confrontés? Si, c'est manifestement la comparaison qui s'impose. Le mur de Berlin, c'était quoi? C'était un mur physique, donc un mur fait de briques, de pierre et de ciment, qui empêchait finalement les Allemands de l'Est et d'ailleurs l'ensemble des pays situés à l'Est du mur de Berlin de bénéficier de la liberté de circulation. Et accessoirement, si l'on peut dire, de la liberté de l'information. Donc ce mur de Berlin était précisément l'image d'une société bloquée, et bloquée de manière policière. En France, le blocage paraît moins policier, mais il l'est tout autant, puisque la liberté est traquée d'une manière absolue par les pouvoirs publics. Essayez d'entreprendre en France. Vous apercevrez très vite qu'on vous tombe dessus immédiatement. Ça n'est pas possible. Donc, vous avez de nombreux exemples de gens à qui on exige 5 fois leur chiffre d'affaires annuel comme première cotisation sociale. Absolument. Enfin, on est dans le royaume du but. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, Jean-Christophe, parce que même si vous êtes un observateur particulièrement avisé de tous ces problèmes, c'est la façon dont ça s'est fait. Parce que ce qu'il y a de totalement identique aux pays de l'Est, c'est que ce fameux RSI a été fabriqué par un complot. C'est-à-dire que, vous savez, d'habitude, un complot, on le pense, ce sont des gens casqués, bottés, qui violent les libertés
et qui ont une arme et une baïonnette au canon, qui vous emprisonnent, etc. Mais là, ça te donne pas dans le complot, c'est une prise de pouvoir. Alors c'est un coup d'État. Oui, un coup d'État. Et là, il s'agit d'un coup d'État aussi. Il y a eu un coup d'État des technocrates du ministère de la Santé qui ont découvert, qui savaient depuis déjà, nous étions en 2004, depuis 3 ans, que toutes les lois françaises avaient effectivement supprimé le monopole de la sécurité sociale après les directives prises en 92. Donc nous étions dans une situation très claire. Mais ils ne voulaient pas l'admettre, parce que c'est eux qui gèrent les 650 ou 700 milliards. Et donc leur royaume allait disparaître. Les politiques ne voyaient pas d'un mauvais œil ce coup d'État. Il allait leur permettre de conserver le système de prébende, de redistribution, etc. Et donc, les technocrates ont obtenu sans difficulté un feu vert, qu'ils se sont d'ailleurs octroyés sans demander. Et ils ont fabriqué un régime, le RSI, qui est un régime Canada Dry. C'est-à-dire qu'il a l'aspect de la sécurité sociale, le goût de la sécurité sociale, mais ça n'est pas de la sécurité sociale. Le RSI a été fabriqué à la fin 2005 parce qu'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales indiquait avec beaucoup de précision que les trois régimes précédents, existants à l'époque, des indépendants, c'est-à-dire la caisse de retraite des artisans, la Concava, l'organique qui était la caisse de retraite des professions industrielles et commerciales, et la CANAM, la caisse d'assurance maladie des indépendants, étaient en fait des mutuelles et elles étaient soumises à concurrence. Donc ils se sont dit, c'est épouvantable, si les indépendants prennent leur indépendance, c'est le cas de le dire, toute la sécurité sociale va passer à travers ce gouffre et il n'y aura plus de monopole, alors qu'il n'existait déjà plus dans les lois. Ils ont donc fabriqué à toute allure un régime qu'ils ont appelé le RSI, auquel ils n'ont pas pu évidemment éviter de donner la qualification de mutuelle, mais ils l'ont dissimulé. Ils ont fait passer par une ordonnance un texte qui enlevait dans le Code de la sécurité sociale certaines références au Code de la mutualité. Il n'empêche que le Code de la mutualité continuait de régner, puisqu'il y avait cette fameuse ordonnance de 1945 qui le disait, et une autre ordonnance du 24 octobre 1945, du 19 octobre 1945, qui le disait aussi, l'ordonnance qui régit la mutualité. Donc ils ont maquillé, si vous voulez, ce nouveau régime en régime de sécurité sociale, auquel ils ont voulu donner toutes les caractéristiques de ce que serait un régime légal de sécurité sociale, ce qu'il n'est pas. Et donc à partir de là, c'est le péché originel. Et ceux qui l'ont fabriqué, c'est ceux qui étaient à la tête de la direction de la sécurité sociale, 3 technocrates que l'on connaît très bien. L'un d'entre eux est aujourd'hui le directeur général du RSI. Quand il nous dit que la situation commence à s'améliorer, tous ceux qui, de l'autre côté du mur de Berlin, disaient que la situation allait s'améliorer, pratiquent le même langage. Mais ce personnage-là, qui prétend que ça s'améliore, il est le responsable, c'est lui qui l'a inventé. Et donc jamais il ne se flatte de sa brillante invention. Donc si vous voulez, voilà ce qui s'est passé à la barbe des Français et à la barbe des élus. On a fabriqué un régime illégal, lequel s'est mis à massacrer l'économie française, alors même qu'il est une mutuelle en concurrence. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs de la part du RSI? Parce qu'on entend beaucoup de plaintes sur des montants astronomiques exigés de gens qui débutent leur activité ou qui ont des tout petits chiffres d'affaires. Est-ce que par rapport aux 3 caisses qui étaient là avant, il y a beaucoup d'erreurs? Est-ce que c'est ou alors est-ce que c'est parce qu'ils sont ruinés, qu'ils prennent l'intégralité des sous des indépendants? C'est le RSI à lui seul qui est une erreur. C'est un régime qui ne peut pas fonctionner. Vous avez un peu plus de 2 millions de cotisants et 6 millions de bénéficiaires. Bon, déjà, ça paraît difficile. Deuxièmement, c'est un régime qui n'a jamais été capable de mettre en place la moindre assistance informatique. C'est n'importe quoi, à tout moment. C'est un régime qui n'a jamais su mettre en place des relations avec les assurés. Mais tout ça vient d'un péché originel. C'est un régime qui n'était pas viable dès le début. C'est un monstre. Un monstre, ça se détruit. Mais vous savez, les URSSAF, c'est la même chose. Essayez par exemple, nous c'est ce que nous faisons,
par exemple, nous savons que les cotisations d'allocation familiale restent dues, puisque le régime des allocations familiales n'est pas un régime d'assurance, il n'est donc pas visé par les directives européennes. Essayez donc de payer à l'URSSAF vos allocations familiales, essayez d'abord de lui demander, monsieur ou madame l'URSSAF, c'est une union, quel est le montant de ma cotisation d'allocation familiale? Vous n'avez jamais de réponse. Ils sont incapables de vous le dire. Si vous payez cette cotisation en indiquant, voilà, je paye ceci d'après le compte que je peux faire, vous ne savez pas ce que va devenir cet argent. En fait, l'URSSAF, c'est une grande corbeille dans laquelle on jette de l'argent. Ils envoient ça à l'ACOSS. C'est extraordinaire. L'ACOSS, c'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les gens qui font un petit peu dans les jeux de mots ou les surréalistes seraient régalés en pensant qu'un organisme de sécurité sociale s'appelle l'ACOSS. Le règne des paresseux, quoi. C'est quand même merveilleux. Enfin bref, l'ACOSS, ils appellent ça la banque de la sécurité sociale, c'est quand même assez amusant, c'est une banque qui n'a pas d'argent. Vous me direz que ça ressemble aux autres banques, hein, mais oui, enfin bon. C'est ça, on les imprime, les billets. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simples qu'autrefois. Il suffit d'imprimer des billets et puis la richesse est là. Voilà, une bonne imprimante fait beaucoup mieux qu'une activité économique. Exactement. Et donc, pourquoi se fatiguer ? l'ACOSS ensuite redistribue aux différents régimes et le tout, ça se traduit par des déficits de plusieurs milliards. Il y a actuellement 200 milliards de déficits cumulés. On ne sait plus exactement où on en est. Enfin, si, nous savons où on en est. On en est à un système qui doit en réalité non pas disparaître complètement, mais qui doit être ramené aux strictes nécessités. C'est-à-dire que, vous savez, le général de Gaulle disait la sécurité sociale, c'est bon pour 1 million de pauvres types. Il disait par là que c'était nécessaire pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'assurer, qui sont dans une situation difficile, de handicap ou autre, et à qui il faut apporter, bien sûr, des aides et qu'il faut couvrir. Mais pourquoi avoir fait d'un régime d'1 million de pauvres types, le régime de 67 millions de pauvres types? Est-ce que c'était nécessaire? Non, d'après vous et moi. Oui, d'après les communistes qui gouvernent la France. Parce que c'est ce régime qui permet... Les étatistes et les énarques. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Un étatiste et un communiste, en France, c'est la même chose. J'étais aux États généraux de la protection sociale en 1993, organisé à Vitré, pour faire un programme social pour l'opposition de l'époque. Nous étions invités. Et donc, les premiers discours m'ont plongé quand même, non pas dans une grande stupeur, mais dans un certain étonnement, si bien que j'ai pris la parole en m'excusant vivement d'être présent dans une réunion où je n'avais que faire. J'avais, par erreur, pris place dans une réunion du Parti Socialiste. Et ils m'ont dit, mais non, c'est bien le RPR et l'UDF. Ah, ben dans ces conditions, alors vous êtes tous des communistes. Oui. Et après mon intervention, à la pause, Sarkozy, Juppé, quelques autres sont venus me dire, enfin c'est quand même la première fois qu'on me traite de communiste. Et je leur dis, vous savez, ça ne sera pas la dernière. Parce que, vu la pente que vous prenez, tout le monde va s'apercevoir que vous êtes en réalité des communistes. Ils le sont. Bien entendu, ils pousseraient des cris d'orfraie si on le leur disait comme ça. Mais c'est la réalité. À partir du moment où vous gérez le communisme, qu'est-ce que vous êtes d'autre que communiste ? Mais alors, est-ce que concrètement, la situation, évidemment, la dégradation de la situation économique française, on voit que tous les autres pays repartent, et malgré les éléments favorables, la baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro, les taux d'intérêt très bas, il y a un pays qui ne repart pas, c'est la France, et visiblement on a toujours autant de dépôts de bilan et de gens qui sont complètement pressurés. Alors est-ce que c'est cet environnement de matraquage fiscal qui fait que finalement pour tous ces artisans, toutes ces professions libérales, c'est sortir du RSI ou la mort, et donc est-ce que vous pensez que c'est un accélérateur évidemment de votre succès? Oui, il est évident que la situation des entreprises est un accélérateur de notre succès, qui est un succès de survie, en réalité, parce que les gens qui suivent nos indications sont des gens qui se sauvent, et ils sauvent l'économie française. Moi, je pense que la situation actuelle de la France est celle d'une course de vitesse entre nos actions et le chaos. Alors, je ne suis pas en train de dire c'est moi ou le chaos, je laisse ça aux hommes d'État, mais c'est pourtant la vérité, c'est-à-dire que si nos actions
réussissent encore plus, c'est-à-dire que si elles touchent la quasi-totalité de la classe entrepreneuriale, nous allons gagner le pari. C'est-à-dire que la France ne sombrera pas. Mais si, par malheur, on peut tout imaginer, l'État continue d'accroître sa pression fiscale, si les Français redoutent encore l'idée de se libérer, si les choses ne vont pas aussi vite qu'il faudrait, alors le chaos deviendra probable. Et quand le chaos commence, on ne sait jamais où il s'arrête. Parce que le chaos, c'est quoi finalement? C'est un démagogue quelconque, issu parfois d'on ne sait où, qui vient vous expliquer qu'il a des solutions miracles, et les gens désespérés le suivent. On a vu ça avec Hitler, on a vu ça avec d'autres caudillos. Pardon ? Tsipras, Tsipras, oui, qui pour l'instant n'a pas fait d'exaction, mais qui est apparu, lui aussi a voulu apparaître comme un sauveur sans solution. Mais quand je parle d'Hitler, je sais ce dont je parle, parce que vraiment, une nation civilisée comme l'était l'Allemagne, qui ait pu suivre un personnage aussi délirant et dont les solutions, évidemment, n'avaient rien de pragmatique ni de positif pour les Allemands, et qui sont devenus folles par la suite, et dramatiques, eh bien, veut dire que le chaos est possible dans n'importe quel pays, même dans un pays très civilisé. Donc si demain, quand je dis demain, c'est réellement demain, parce que les choses s'accélèrent. Oui, parce que comme vous disiez, 5 millions de chômeurs, si on compte aussi les dom-tom, plus donc tous ceux qui sont chômeurs à temps plein, temps partiel, plus ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, même dans les Échos, certains disent qu'il y aurait 7 millions de chômeurs en France. Bien sûr. Donc ça commence à être une masse de gens qui sont dans la désespérance et plus votre moteur se rétrécit, plus cette masse d'assistés qui en plus se gonfle des flux migratoires qui sont colossaux. On voit bien, toujours moins de producteurs, toujours plus d'assistés. Il y a un moment où tout le système s'effondre. Et là, effectivement, la notion de chaos, qu'adviendra-t-il de la France à ce moment-là? Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une difficulté technique particulière pour les gens qui quittent le RSI? Parce que le téléspectateur peut éventuellement, ou l'internaute peut éventuellement fantasmer en se disant « Ou si je quitte le RSI, demain j'ai les gendarmes et ils vont m'emmener en prison parce que je n'ai pas payé les charges sociales. » Si on écoutait ceux qui veulent absolument maintenir ce système, il faudrait rétablir la peine de mort. Ce serait la seule façon de dissuader vraiment les gens. Et encore, je ne suis pas sûr. Puisqu'ils sont déjà condamnés à la mort économique. Donc, en réalité, il n'y a pratiquement pas de risque, puisque nous maîtrisons parfaitement la situation et que les jugements maintenant nous deviennent favorables et que très vite, vous savez, à la Libération, ceux qui ont condamné les collaborateurs, les juges, étaient les mêmes que ceux qui condamnaient les résistants. Donc nous allons voir la justice qui va basculer parce que, tout simplement, le nombre est là. Les gens sont de plus en plus nombreux à quitter la sécurité sociale et le RSI, qui est une des branches de la sécurité sociale. Et donc, c'est d'une grande simplicité parce que il vous suffit de contracter une assurance pour remplacer la sécurité sociale et puis vous arrêtez de payer. Alors la sécurité sociale vous envoie un courrier disant vous n'avez pas le droit, nous sommes un régime légal, etc. Ils sont les seuls à le dire d'ailleurs. Et donc, vous leur répondez quand c'est nécessaire, on donne des conseils utiles aux gens. Et quand ils ont une opposition à une contrainte à faire, ils la font selon un processus parfaitement maîtrisé. Je veux dire que les gens qui sont sortis en règle, parce qu'il y a aussi des gens qui sortent de façon sauvage. Il n'y a nulle trace de mépris de ma part. Ils le font parce qu'ils ne savent pas comment il faut faire. Donc ils arrêtent de payer. Ils arrêtent de payer parce qu'ils ne peuvent plus payer. Voilà. Mais ceux qui le font de manière organisée n'ont aucun ennui. Bon, parce que ils prennent les mesures de caractère juridique nécessaires pour se préserver. Et donc, face à cette situation, les caisses sont vraiment sans véritable outil de rétorsion. D'autant plus qu'elles savent qu'elles ont perdu, puisqu'actuellement, maintenant, elles se désistent devant les tribunaux. Elles envoient, l'URSSAF par exemple, envoie des mises en demeure volontairement illégales pour que ça n'aille pas jusqu'au contentieux. Par exemple, elles envoient des mises en demeure non recommandées, alors que la loi dit qu'elles doivent être recommandées. Et bien entendu, elles savent très bien que si l'affaire vient devant un tribunal quelconque, immédiatement il l'annulera, puisqu'elle n'a pas été envoyée dans les règles qui consistent à la recommander. Donc nous avons une situation qui évolue très rapidement.
ce que nous disons aujourd'hui risque d'être dépassé dans quelques jours parce que d'autres jugements vont intervenir et parce que la foule de plus en plus nombreuse sort de ce véritable piège de cet enfermement qui était celui du mur de Berlin. Rappelez-vous, le 9 novembre 89, la foule qui a envahi l'Ouest, pacifiquement, qui a quitté l'enfer communiste, vous savez, c'est une foule joyeuse. Dans un livre que j'ai écrit, que vous connaissez, La Révolution des termites, Oui. il y a une scène, la Révolution des termites, vous vous en souvenez, et ça a été une pièce de théâtre aussi, oui, où on voit que le termite, à l'issue d'une mutation violente et brutale, se met à attaquer le béton, le verre, et il s'attaque essentiellement aux bâtiments de l'État. Donc l'État français s'effondre. Et une des scènes montre le président de la République réfugié à Beaubourg. Peut-être parce que c'est un hommage au président Pompidou qui aimait la culture, je ne sais pas. Enfin, il est tout seul, avec un garde républicain. Et il y a un journaliste qui l'interviewe et lequel lui dit « Mais enfin, monsieur le président, l'État va se rétablir. » Et le président lui dit « Mais non, il ne se rétablira jamais. Venez, approchez-vous, regardez la fenêtre. Regardez par ici, regardez la foule, regardez comme ils sont joyeux. Il se passe très bien de nous. » Voilà ce que je rêve de voir en France. Non pas l'effondrement général, non pas le chaos, mais une foule joyeuse et des politiques qui disent on est à leur service. Hein, ils n'ont pas besoin de nous pour être heureux. Hein, nous, on est là pour leur permettre de vivre en paix et tranquillement. Le reste, ils s'en occupent très bien sans nous. Et c'est ce qui va se passer si nous gagnons assez vite. Si nous ne gagnons pas assez vite, il n'est pas impossible que des événements violents surgissent. Et à ce moment-là, plus personne ne les commandera. D'ailleurs, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais moi j'ai le sentiment que le pouvoir actuel, pas plus que le précédent d'ailleurs, ne dirige vraiment la situation, ne contrôle vraiment la situation. J'ai le sentiment que tout lui échappe, que chaque incident le met au bord de la catastrophe. Vous avez quelqu'un qui éternue un peu fort quelque part, le président de la République se rend immédiatement à son chevet pour lui apporter un mouchoir. Mais on en est là en France actuellement. Le pouvoir se sent fragile. Et il est fragile parce qu'il ne repose plus sur la moindre assise populaire. Et c'est une situation qui est grave et qui risque fort de dégénérer si tout d'un coup les choses s'aggravent brutalement, parce que votre propos introductif me paraissait particulièrement fondé. Nous sommes dans un pays qui ne repart pas. Et il ne repart pas pour une raison simple, c'est que le moteur est totalement ils ont à l'arrêt. réussi à... Plus rien ne marche. Voilà, plus rien ne marche. À briser l'esprit d'entreprise des Français. Plus rien ne fonctionne. Et donc on voit les dernières grandes entreprises qui passent sous contrôle étranger, Alstom, on voit les difficultés d'Areva, on voit les grandes entreprises qui s'effondrent, tout tombe, qui passent sous contrôle étranger. C'est vraiment la révolution des termites. On voit le début de éventuellement retour des guerres de religion avec des actes absolument incroyables, de gens qui tirent dans la tête d'enfants uniquement parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils vont dans une... C'est passé avec des caricaturistes qui n'avaient jamais tué personne. Voilà, donc on voit une situation qui échappe totalement, donc pour aller dans votre sens, à des politiques qui sont débordés par ils sont débordés et ils le montrent. Créatures d'ailleurs, parce que bien sûr. Et ils le montrent parce que lorsque vous croisez un politique, vous regardez bien ses yeux. Il est hagard. Le politique aujourd'hui est hagard parce qu'il ne sait plus où il vit, il ne sait plus où il va, et il n'a qu'une peur, une peur panique, c'est que les choses tout d'un coup deviennent telles qu'ils soient obligés de partir en courant. Vous savez, vous vous souvenez de cette scène extraordinaire de la fin de Ceausescu, lorsqu'il donne sur une terrasse un discours et on commence à entendre les premiers sifflets. Bon, c'était organisé, bien sûr, mais quand vous voyez le regard de ce type, il comprend tout d'un coup qu'un monde nouveau est en train de se faire jour, et pour lui, c'est fini. Eh bien, nos politiques actuellement, ça ne se passera pas sans doute par le biais de sifflets,
Mais ça se passera. Non, mais eux-mêmes ont énormément de mal face aux foules à être accueillis de manière favorable. Ils ne le peuvent pas. Nicolas Sarkozy mettait des membres de l'UMP. C'était les villages Potemkin. Oui, voilà, des militants UMP. Ouais. François Hollande est obligé de mettre des fonctionnaires socialistes pour écouter. Pour reprendre ce que vous disiez au début de notre entretien, je regardais l'autre jour, par inadvertance, à la télévision, je la regarde très peu, ne la supportant pas, une émission qui relatait une réunion où un homme politique, je crois que c'était Bruno Le Maire, qui allait à la rencontre d'un certain nombre de citoyens, d'électeurs. Il y avait royalement 30 à 35 personnes. Ouais. Et je me disais dans le même temps, mais moi quand je vais dans des réunions, vous avez plus de 600 personnes qui payent leur place. Et qu'est-ce qu'ils viennent? Ils ne viennent pas m'acclamer. Ils viennent savoir comment se sauver. C'est quand même extraordinaire. C'est le rôle des politiques de dire ça normalement. Monsieur le maire et les autres, j'ai rien contre lui en particulier, mais il devrait arriver dans une réunion en disant Françaises, Français, voici le moyen de vous sauver. Non, il arrive en disant Françaises, Français, je vais être votre prochain président de la République. Ce dont les Français se comptent au foot. Voilà le drame actuel, c'est que nous avons en France un besoin de représentation. C'est logique, c'est normal. La représentation politique, c'est l'art, justement, de la démocratie. Eh bien, elle n'a pas lieu et les gens se manifestent d'une autre manière. Et ça, c'est quand même un phénomène qui, le nôtre, n'est pas inquiétant, puisque c'est un phénomène démocratique et économique et qui se fait dans le respect des lois. Mais demain, vous pouvez avoir quelqu'un qui viendra vous expliquer on va aller piller les magasins, ou on va aller casser la gueule à je ne sais qui, ou on va aller s'emparer de telle et telle chose, et il y aura une foule pour le suivre. Et là, alors là, commence la galère. Hein. Donc il faut espérer que le mouvement, que nous irons vite, et que ce commerçant de Pont-l'Abbé dont je revois la vidéo sur Brest Info, qui explique comment il convainc tous les commerçants de Pont-l'Abbé de quitter le RSI, et puis tout le Finistère, et puis toute la Bretagne, et toute la France. Vous savez que les organisateurs avaient mis à Pont-l'Abbé des affiches, d'immenses affiches 3x4 sur tout le territoire de la commune, en toute légalité. C'est des affiches commerciales payées. Et l'État n'a pas su quelle attitude prendre, parce que il ne pouvait pas faire enlever les affiches puisqu'elles étaient commerciales et sous contrat. Il ne pouvait pas interdire la réunion qui a été parfaitement légale, mais ils auraient pu contester le message qui disait vous avez le droit de vous libérer de la sécurité sociale. Eh bien, ils ont essayé de le faire. Ils ont essayé d'intimider, mais on ne s'est pas laissé intimider, bien sûr, et ils ne sont pas allés jusqu'à l'arrêté préfectoral parce qu'ils risquaient de perdre. Donc, ils ont laissé pendant plusieurs jours, pendant une dizaine de jours, je crois, des affiches sur tout le territoire d'une commune de France, indiquées qu'il n'y a plus de monopole de la sécurité sociale, et cette affaire est remontée très haut, parce que le préfet a alerté le ministère de l'Intérieur, qui a alerté la présidence de la République, et donc ils n'ont rien fait, ce qui veut dire qu'ils ne feront plus rien. Eh bien, espérons-le, mon cher Claude. Merci beaucoup de nous avoir octroyé ces nouvelles et cette émission aux téléspectateurs de TV Liberté qui sont toujours ravis de vous écouter. Merci, au revoir à tous, bonne journée, au revoir.